Bonsoir, merci d'être présent pour ce nouveau rendez-vous avec Input. Donc ce cycle qui est consacré au lien entre les arts visuels et les arts sonores. Et ça faisait un petit moment en fait que j'avais envie d'inviter Jonathan et Caroline, dont je suis le travail depuis, depuis Tant qu'il y aura des fusils à pompe, qui a été pas mal vu dans un circuit de festival à l'époque. Hein, c'était en 2014 et c'était votre première véritable collaboration artistique, même si vous aviez auparavant chacun eu un parcours respectif avec des films, chacun de votre côté. Donc Tant qu'il y aura des fusils à pompe, qui avait obtenu l'Ours d'or du meilleur court-métrage à la Berlinale en 2014, si je ne m'abuse. Et qui avait été, moi je l'avais vu dans le cadre d'un film qui s'appelait Ultra Rêve, qui n'était pas vraiment un film, mais qui était votre producteur à l'époque, Etche Film, qui avait rassemblé un film de Yann Gonzalez, trois films courts en fait, le vôtre, celui de Yann Gonzalez et de Bertrand Mandico. Donc c'était Ultra Rêve, qui était une sorte de distribution comme ça de trois films réunis en un. Et puis après, on a découvert d'autres courts-métrages jusqu'à ce premier long qui s'appelait Jessica Forever, qui appuyait vraiment votre esthétique déjà dans cette conjonction entre le réel et le virtuel, ou en tout cas peut-être pas le virtuel, mais en tout cas cette articulation dont il va beaucoup être question ce soir, entre le monde du jeu vidéo, ou en tout cas le monde artificiel, virtuel, et une réalité violente et très ancrée dans une forme de sociologie du contemporain. Voilà, donc il y a un certain nombre d'autres courts-métrages qui ont suivi les films que je viens de mentionner. Mais c'est un deuxième long-métrage aussi qui est sorti en salle, It's the Night, qui est sorti l'été en juillet 2024, c'est ça, ou 23, 2024. En 2024, donc on a pu découvrir le deuxième long métrage qui là amplifiait à nouveau ce côté jeu vidéo intégré au réel, mais cette fois-ci avec une trame narrative peut-être plus développée, plus ancrée de plus en plus dans une réalité, avec des personnages qui étaient peut-être avec une consistance qui était plus celle du réel que celle d'un jeu vidéo transféré dans des personnages, des caractères humains. Et ça, on va en discuter. Et si je vous ai invité, évidemment, aussi, c'est parce qu'il y a des liens très précis entre l'univers visuel et l'univers sonore qui habite vos films, qui en est même un ingrédient, je dirais, un des ingrédients principaux au même plan que l'image, et qui s'inspire également des atmosphères sonores des jeux vidéo, mais aussi imprégné de toute une culture musicale, ou je sais pas, alors j'aime pas le mot de subculture parce que ça crée quelque chose d'un peu condescendant vis-à-vis de ces musiques-là, mais en tout cas de tout un pan de musique qui va, je sais pas, alors moi je suis pas trop partant pour parler de genre, puisque vos films en soi sont non-genrés, sont des films hybrides, mais justement vous recouvrez comme ça à la fois, je sais pas, ça passe par le black metal, par l'ambiance, l'hyper-pop, etc. Mais tout ça crée un univers très cohérent, et aussi un sound design assez sophistiqué, assez élaboré, qui est pour beaucoup aussi dans l'imprégnation psychique du film. Voilà, alors en ce moment, il y a un film qu'on peut voir sur Arte, qui s'appelle La fille qui explose, qui est disponible sur la plateforme d'Arte librement, qui lui est en 3D, donc votre parcours est toujours, parce que il y a sans arrêt des allers-retours comme ça entre le monde virtuel et aussi un réel qui est parfois avec des comédiens, mais parfois aussi ce qu'on appelle le machinima, c'est-à-dire des films qui sont travaillés à même le jeu vidéo. Donc peut-être qu'on peut commencer par parler de ça, juste cette notion de machinima et de comment on intègre une réalisation, un véritable film à l'intérieur d'un jeu vidéo, puisqu'on en parlait il y a pas plus tard qu'il y a 5 minutes. Donc peut-être c'est une notion qui est pas connue de tout le monde en fait, cette façon de fabriquer des films à l'intérieur d'un jeu.
Ouais, bah, en fait, ça vient, je pense, dans. Vous m'entendez? Ouais. D'un goût, en fait, un peu pour l'archive à la base, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés, Caroline avait déjà fait un film qui s'appelait Chien, qui était un film en prise de vue réelle, sans dialogue, avec vraiment une hyper importance du son. Et moi, j'étais en montage à la Fémis, et du coup, j'avais un peu ce truc de se dire. Moi, je savais pas encore, quand je suis rentré à l'école, que je voulais faire des films. Et il y avait un peu ce truc de se dire, en fait, on va faire des films avec les images du monde, les images qui nous entourent. Et du coup, moi, j'ai vu, en fait, je crois que j'ai découvert les premiers Machimina avec, en fait, c'était John Raffman à Ouais. l'époque qui en faisait, mais qui restait vraiment dans un champ plus d'art contemporain. C'était pas encore quelque chose que j'avais beaucoup vu dans le Mm. cinéma, parce que moi, j'ai fait un parcours assez classique d'études de Mm. cinéma et tout. Et du coup, il y avait un peu cette idée de, en fait, comment on prend ces images-là, est-ce qu'on peut les triturer pour en faire des films? Donc, en fait, comment tordre la matière pour essayer de raconter un récit à l'intérieur de ça. Et en fait, c'était toujours des jeux. Moi, j'ai grandi quand même dans des jeux voilà, qui étaient assez mainstream, on va dire. Mm. Enfin, c'était les FPS, toute la série Call of Duty, toute la série de GTA aussi, qui était monde ouvert où à chaque fois on incarne un personnage qui est un gangster. Et en fait, l'idée, c'est de grandir les échelons pour Mm. devenir le plus gros gangster de la ville, quoi, en gros. Et il y avait un peu cette idée de comment on peut tordre ces récits-là. Et en fait, je me rappelle que le premier film qu'on a essayé de faire comme ça, c'était juste après Tant qu'il nous reste des fusils à pompe. C'était Notre amour est assez puissant. Et moi, j'étais encore à l'école à ce moment-là. Et en fait, il y avait un exo quand on est en deuxième année qui s'appelait enfin, faire des films d'effets spéciaux, quoi. Mm. C'était un peu ça le truc. Et moi, j'avais trouvé, en fait, il y avait des banques sur Internet qui s'appelaient Best Green Screen, qui prenaient des images de jeux et qui les mettaient en fond vert. Et en fait, on avait matché ça avec SketchUp, qui était un logiciel Mm. d'architecture. Mais du coup, c'était vraiment l'idée de qu'est-ce qu'on peut raconter à partir de ce qu'on trouve. Et du coup, de partir de ce que le monde nous offre pour dire. Et du coup, Mm. c'était un peu un truc différent d'un scénario classique où en fait on se pose avec une feuille et on peut aller un peu là où on veut. Là, il y a vraiment le truc de partir du matériel préexistant et du Mm. coup un peu aussi d'essayer d'aller à l'encontre de qu'est-ce que contient une histoire qui est un FPS qui est souvent des jeux quand même qui sont politiquement assez étranges parce qu'on est souvent soldats américains qui sont Mm. dans un pays voilà, du Moyen-Orient où on doit résoudre des conflits et en fait voilà, c'est quand même souvent il faut faire abstraction en fait un peu De l'idéologie de sous-jacente. l'idéologie pour pouvoir aimer le jeu. En tout cas, j'ai l'impression Mm. qu'il y avait un peu ce truc. Et du coup, moi, c'était vraiment l'idée de prendre cette forme-là du FPS et en fait d'essayer de l'ultra romantiser en fait, Mm. d'en faire en fait presque un soldat qui erre dans un espace un peu comme ça, qui serait un espace de jeu vidéo, mais qui est complètement dépeuplé et d'invoquer des images de cinéma qui me hantaient. Moi, je sais qu'on était hyper fan de Apichatpong, c'était cool à l'époque. Il y avait ce tigre. Et on Mm. avait trouvé un tigre en 3D sur Internet et on l'a mis à l'intérieur. Et il y avait un peu ce truc de, voilà, en fait, de créer une relation épistolaire entre ce soldat qui est resté, enfin, qui est bloqué dans une loupe temporelle de guerre et qui pense à sa copine qui, elle, est restée au pays où il a grandi et qui compose comme ça un poème. Et du coup, c'était vraiment l'idée de tordre, en fait. C'était Mm. toujours l'idée de contraster par les sentiments une image qui est à la base réputée être assez hyper violente et Mm. hyper viriliste aussi. Donc, en fait, il y avait vraiment cette idée de base qui était là, mais qui était, ça, je dis ça maintenant, parce qu'en fait, à la base, quand je faisais, c'était hyper intuitif et inconscient. Mm. C'était presque un truc de jouer aussi avec les images et d'essayer de faire ça. Et je crois qu'après, ça s'est fait ouais, naturellement. Là, c'était un Machimina dans le sens où ça prenait des images de jeu, mais c'était pas fait à l'intérieur d'un jeu. Le premier Ouais, vrai. c'est ça, ouais, Ouais, c'est un peu différent de. bah, il y a vraiment des Ouais, règles dans le Machimina. À ouais, la ouais. base, le Machimina, c'est vraiment utiliser, en fait, de changer la caméra, qui est un peu la caméra du jeu, qui est souvent fixée sur un joueur. En fait, d'entrer dans le Ouais. programme pour coder le jeu et pour en fait pouvoir détacher la caméra et en fait faire comme au cinéma, c'est-à-dire Oui, choisir des des prises de focales. vue, des angles Ouais, c'est ça. différents, Faire un vrai etc. découpage de cinéma à Ouais. l'intérieur d'un jeu, quoi. Et du coup, moi, c'était un peu ça le truc que j'ai pu faire avec Martin Pleur, qui était dans GTA V, qui était fait après je pense en 2018, un truc comme ça. 2016 17. Ouais, qui était pour le coup, Mm. lui, un vrai Machimina, et toujours un peu dans une idée, en tout cas, d'une voix, enfin, la première personne, et cette fois, voilà, de ce personnage qui, en fait, du jour au lendemain, a perdu tous ses amis Mm. et se retrouve ouais, tout seul dans ce jeu et essaie de les chercher, de recréer du lien. Et du coup, c'était un truc aussi hyper intime à Ouais. l'intérieur d'un jeu et de parler de la connexion et de comment on essaye d'être ensemble quand les gens Mm. sont plus là, quoi.
Mais c'est marrant que tu dises ça aussi, d'être ensemble quand les gens sont plus là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment le leitmotiv jusqu'à encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous travaille depuis vos premiers films, en fait, l'un est comme l'autre. J'aimerais bien qu'on parle un peu de cette question-là, au-delà de la technique de production, mais ce qui habite à chaque fois vos personnages, il y a toujours un rapport aussi à la mise en scène, qui est toujours un personnage isolé dans un cadre, souvent dans un plan un peu large, des personnages ou un personnage, mais il y a toujours l'idée d'être à la fois seul et ensemble. Et c'est un peu ce qui ressort aussi dans vos films. Quand il y a des personnages réels, ils sont souvent seuls et ils se retrouvent à l'intérieur d'un jeu. Et même à l'envers, dans Jessica Forever, c'est des milices qu'on peut identifier un peu dans les jeux vidéo, justement, qui reviennent dans le réel, mais qui restent, même dans ce réel que vous avez reconstitué, ça reste, le réel devient lui-même un jeu vidéo. Donc il y a ce jeu d'aller-retour, mais souvent il y a la question de la solitude et de la volonté de faire communauté malgré tout. Donc il y a cette articulation-là qui était pour moi le premier, la première chose qui est ostentatoire dans vos films, enfin ostentatoire en tout cas, que vous creusez en tout cas beaucoup dans les thématiques. Ouais, mais je pense que ça vient aussi de peut-être des endroits où on a grandi, c'est-à-dire toi à Toulouse et moi dans un village en Corse près d'Ajaccio. Et c'est vrai que c'est des endroits, c'était un peu des genres de villages résidentiels avec des maisons assez similaires. On s'est vraiment retrouvé là-dessus au tout début, il y a 14 ans, en fait, à se dire, en fait, on a grandi dans ces mêmes maisons en crépi, avec des stores, avec des trucs finalement que tout le monde trouve assez moches, mais qui font partie de notre identité, que nous, on a appris à aimer, mais qui sont aussi des endroits qui tentent à effacer l'histoire et à isoler les gens. Donc on s'est retrouvés sur cet isolement. Et c'est des endroits aussi où finalement on se parle plus tant que ça, malheureusement. Et alors ça existe encore, il faut faire un petit effort, mais c'est vrai que dans l'adolescence, moi je sais qu'en Corse par exemple, on est très vite isolé de tout, si on n'a pas le permis, etc. Donc c'est des choses où en fait finalement on vit beaucoup de choses chez soi dans sa chambre. Et on s'est vraiment retrouvés là-dessus. Et tous nos films, finalement, nos premiers films surtout, et peut-être Apolline dans le dernier long métrage, sont des personnages très jeunes qui en fait vivent le monde à travers leurs écrans. Et à travers leurs murs, à travers leur maison, leur chambre. Et du coup, pour nous, c'était presque une manière de faire ces films-là. C'était une manière de leur donner une raison de sortir à l'extérieur de la chambre. Et c'était pas forcément ce qu'on faisait, nous, quand on réalisait ces films et quand on les écrivait, parce qu'on était finalement aussi beaucoup en autarcie à ce moment-là, parce que Internet nous a énormément nourris, on s'en est comme les jeux vidéo pour écrire nos premiers films. Mais finalement, tous ces premiers films qui parlent vraiment de solitude, de violence, etc., c'est des films qui se nourrissent beaucoup des écrans et de tous ces onglets qu'on ouvrait, et qu'en fait, des choses qui sont dures à digérer, et presque les films nous permettaient de les digérer et de donner un peu une voix à ces personnages-là. Comme tu disais, Martin, finalement, ces jeux vidéo-là, c'est des jeux un peu sans histoire, où l'histoire compte très peu. Et que c'est très contemplatif, en fait. Voilà, c'est contemplatif ou très violent, ou alors c'est que des missions qui s'enchaînent et qui sont tout le temps les mêmes. Donc il y a quelque chose un peu qui rend un peu abétissant, en tout cas, qui est très dans la répétition. Et de reprendre ces personnages-là, que ce soit dans le jeu vidéo ou donc dans les fusils à pompe, c'était ce jeune en fait qui en fait vient de vivre le suicide de son meilleur ami, et en fait lui du coup décide de partir, et avant de partir il veut trouver une famille à son frère pour pas le laisser seul. Donc c'est vraiment des gens qui en tout cas vont aller vers l'extérieur pour trouver on va dire leur histoire, ou pour écrire une histoire à des gens qu'ils aiment. Et du coup il y avait vraiment cette envie à travers les films de leur redonner presque une chance de revivre des sentiments, de s'exprimer, de trouver une autre famille si la leur ne leur allait pas, de trouver d'autres maisons. Donc c'est une voie parallèle, une voie... Et Jessica, c'était exactement ça aussi. Jessica, c'était encore sur un autre mode, parce que là, il y avait l'idée de créer un monde plus dystopique. Et c'est vrai que le point de départ, qui était assez compliqué,
c'était qu'on voulait pas qu'il y ait de personnage principal et on voulait que le personnage principal soit le groupe. Donc du coup, c'était vraiment de faire une entité une à part entière. d'entité entière et que chacun en fait soit soit un peu l'écho de l'autre et qu'il y a un passage de relais d'émotions à travers la musique, à travers les voix off, mais qu'en fait tous au fur et à mesure du film, on va dire. Seth donne la parole, Seth en tout cas à exister et à vivre, à trouver une nouvelle façon de vivre. Et c'est vrai que le jeu vidéo pour nous a été un peu la manière de, d'écrire cette histoire, parce qu'il y avait un peu l'idée d'avatar un peu isolé en fait, de gens qui n'avaient pas forcément la même histoire, mais un peu comme des joueurs qui se retrouveraient. Et c'est quelque chose qu'on a aussi développé dans un dernier film qui s'appelle Best Secret Place, où on a vraiment poussé les curseurs à fond. Mais voilà, de personnages qui ont des histoires assez différentes, et en même temps ils se retrouvent tous sur une espèce de perte énorme. Et donc l'idée c'est à chaque fois vraiment de comment on recrée famille, comment on recrée dialogue, et comment on laisse apparaître ces sentiments de manière pure et directe, et parfois même un peu premier degré aussi. Oui, parce que c'est souvent vos personnages sont comme à l'abandon, presque orphelins. Enfin, ils ont une histoire un peu chargée. Ils sont entre quatre murs comme ça, et du coup, le monde virtuel, ou en tout cas cette espèce de monde parallèle, les happe vers un imaginaire d'un coup qui est à l'inverse de leurs conditions de vie. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, les pavillons, c'est quelque chose que j'avais notifié dans certains je sais plus dans lequel, parce que des fois il y a des images qui peuvent être un peu similaires mais qui me font penser beaucoup à justement les architectures de jeux vidéo, c'est-à-dire ces maisons en crépi, finalement, elles ressemblent assez aux perspectives de jeux vidéo quand on est un first player, comme ça, où on est dans des espèces de perspectives, et vous reprenez ça, vous les intégrez, mais en fait, elles existent dans le monde réel, ces perspectives, et comment vous les détournez de leur... dans cet aller-retour dont je parlais tout à l'heure, là c'est particulièrement évident dans cet ancrage territorial. Et aussi, ce dont tu parlais après, ces sortes de communautés ou de milices comme ça, me font penser aussi forcément à un peu ce que tu as dû vivre quand tu étais jeune, tout ce contexte en Corse, le nationalisme corse, la violence qui s'exerce comme ça, territoriale. Et tout ça, j'ai l'impression que vous l'avez amalgamé, mais vous le recrachez d'une manière beaucoup plus fictionnelle, on va dire. Ouais, non, le nationalisme corse, c'est pas forcément quelque chose de violent dans son histoire. Non, pas seulement, mais ce que je veux dire par là, il y a une histoire de la violence en Corse. L'imaginaire qu'on en a, parce qu'on pense toujours aux gens cagoulés, FLNC, etc., qui sont des images très fortes et bien sûr très violentes. Il y a vraiment une espèce de... presque d'image publique en tout cas, mais en soi dans les années 70 c'était quand même quelque chose d'une révolution plus culturelle sur la langue, et il n'y avait pas l'idée des armes, etc. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est comment ça a été dévoyé par la mafia. Mais je pense que c'est plus ce qui en tout cas ce qui m'a poussé finalement à faire ces films-là et à mettre en scène ces personnages-là peut-être de manière plus naturelle. C'est que j'ai grandi dans un endroit où les armes étaient présentes. C'est ce que c'était quelque chose de pouvoir, mais qui n'était pas forcément toujours lié au nationalisme. Non, bien sûr. Mais un truc où en fait on s'affirme par les armes, par la force, par la puissance, la violence, et d'une société qui se dit matriarcale dans son histoire, mais qui l'est absolument pas, qui est vraiment l'opposé de ça. Et en fait, où en fait, moi-même en tant que femme, pour faire mon premier film, j'avais 20 ans. Et ça a été, ça je l'ai capté très récemment, que ça a été presque une manière pour moi, parce qu'au début je voulais pas du tout réaliser, en fait je voulais être derrière, etc. Je voulais faire du montage ou du son, je savais pas trop, mais ça m'intéressait pas de diriger des équipes. Et en fait, ça arrivait petit à petit parce que besoin de raconter tes histoires, etc. Et je pense aussi, que c'est aussi une façon de m'affirmer dans un univers où en fait, si t'as pas à un moment un poste comme ça où en fait tu dois diriger, en fait tu te fais piétiner aussi. Il y avait presque cette volonté d'aller à l'encontre de ça et de s'imposer en tant que personne qui était capable de dire oui, non, je veux ça en fait.
Donc, mais oui, après, c'est vrai que oui, c'est des univers assez violents, mais qui sont pas forcément. C'est pas qu'une violence à travers les armes, parce qu'on parlait de ces quartiers résidentiels-là, qui sont aussi le niveau zéro de la, je sais pas si on peut dire de l'architecture, mais un peu, enfin, en tout cas, de l'habitat. Ouais. Et c'est vraiment. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement violent aussi là-dedans, dans ce que ça. Ouais, dans ce que ça permet, je trouve, dans ce que ça permet aux gens de conserver comme histoire, en tout cas, d'eux-mêmes, en fait, de leur vécu, etc. Il y a quelque chose qui s'homogénéise tellement, en fait, que, en fait, presque, il y a Oui, les vies sont indistinctes les unes des autres. Qu'on s'exprime. Qu'il n'y a pas de singularité, qu'il y a et en même temps, voilà, tu parlais des maps nivellement. des jeux vidéo, et c'est vrai que les fusils à pompe, il a été vraiment aussi pensé comme ça, où je me souviens qu'une des premières phrases de la note d'intention, c'était on veut que tout dans ce film soit comme un adieu. Et on s'était dit, en fait, il faut qu'on arrive à filmer ces maisons comme des tombeaux. Mais en fait, elle porte déjà en elle quelque chose finalement de très morbide. En fait, quand tu enlèves les gens qui marchent, les voitures, etc. On avait fait un travail où en fait on bloquait toutes les rues. En fait, c'était presque un confinement avant le confinement. En fait, ce film. Et il y avait l'idée vraiment de dépeupler. En fait, c'était en fait la ville et cimetière. En fait, si on enlève les gens, la ville et cimetière déjà. Et même le travail du son, et c'est marrant parce qu'en fait, on revoit jamais nos films parce que on voit des extraits, mais jamais en entier. Et on a revu Les Fusils à pompe il y a un mois à Berlin en entier. Et ça faisait 10 ans, je pense. Et en fait, et c'est fou parce que même moi, je me rappelais plus, mais le travail du son, on avait tout cliné et tout refait, mais ce qui en fait vraiment quelque chose de très très pesant. Et même moi, je disais à Jonathan pendant la séance, on dirait il n'y a pas de montage son et tout, enfin, c'est quand même bizarre. Enfin, et il me dit, mais tu te souviens pas, on avait dit vraiment, on veut rien. Enfin, donc c'est vrai que toute cette vie même qu'on a tendance à oublier, qui sont les avions, c'était vraiment le degré zéro, et ce qui fait que voilà, le film porte en lui la promesse de départ qui est en fait je veux mourir, ce que disait le personnage, et en gros parce que ce monde n'a plus rien à me proposer, mais je vais quand même essayer d'aider ceux que j'aime en fait avant. Mais je pense qu'aussi en faisant ce film, on était quand même beaucoup plus jeunes, et je pense que moi c'est ça qui m'a marqué en le revoyant, c'est qu'il y a un truc aussi hyper brutal, hyper sombre, et qu'en fait je pense qu'en le faisant on n'avait pas l'impression, parce qu'on a vraiment grandi dans ça, donc je pense que c'était des trucs où on n'arrivait même pas à voir le recul suffisant. Et c'était, c'est en fait, moi avec le recul j'ai capté plus ce dont on essayait de parler avec le film, c'était vraiment de qu'est-ce que le monde a à nous offrir quand on vit là-bas, hein, et en tout cas quand on se sent en tout cas rejeté. Et c'est ça qui est hyper violent, c'est qu'en fait la réponse à quelqu'un qui veut mourir là-bas, c'était soit de trouver un gang pour trouver une famille, mais du coup qui engendre aussi toutes les dérives de quelle bande on cherche, ou est-ce qu'elle a à être politique, ou alors est-ce que ça sera la première bande venue sur laquelle on tombe, qu'on va prendre parce qu'en fait on se sentira aimé, du coup qui engendre plein de dérives. Et je pense que c'était vraiment ça, c'était l'idée de l'isolement, et en fait de se sentir tellement seul qu'en fait que c'est ça qui est vraiment horrible et tout, mais que des fois en fait on peut aller dans des endroits juste par même déni politique ou impensé de ça, qui fait qu'on se retrouve dans des bandes hyper problématiques, mais juste pour être entouré. Je pense que c'était ça qui a le film, et ce qui en fait un film, je pense, assez brutal, c'est qu'il y avait vraiment ce truc de l'idée de en fait créer du lien, mais là où il y en a plus en fait, et du coup de comment on fait pour bâtir ça. Je pense qu'après en fait on a aussi on est sorti de nos... Enfin, je sais pas, en fait, on a évolué à force, et je pense qu'on s'est ouvert au monde aussi, je pense. Et en fait, du coup, nos films ont été moins, je dirais, nihilistes. En fait, je pense que c'est aussi ça. Je pense que c'est le travail qu'on a fait à force. C'est de partir d'un sentiment hyper brutal, où aussi on avait un peu ce goût-là pour des musiques extrêmes qu'on n'entendait pas dans le cinéma. Moi, je viens d'un groupe de métal à la base, et du coup, j'avais vraiment ce truc de... Je crois que j'ai grandi dans un goût un peu de l'agression en musique, en tout sonore, cas, en tout cas l'idée d'avoir le besoin d'être agressé, quoi. J'ai l'impression que c'était ça qui me plaisait, et c'était aussi ça
dans les goûts que j'avais de films. Toute ma filière s'est fait sur des forums de métal en fait. C'était sous le cycle où on téléchargeait tous les morceaux. C'est comme ça qu'après j'ai découvert plein de films et tout. Et c'est aussi comme ça que je suis tombé sur David Lynch, après que j'ai vu Gus Van Sant. Mais en tout cas, il y avait un peu cet héros d'une jeunesse qui est perdue et qui peut tomber dans une violence en fait, comme mode d'expression, ce qui est terrible. Mais en fait, j'avais un truc où je ressentais ces personnages-là et ça veut pas dire que j'étais prêt à faire ça, mais c'est juste que je captais le terreau et là d'où ça pouvait venir, quoi. Et donc en fait je pense que tous ces films ont toujours été dans un truc de pas essayer de condamner ça de manière trop simpliste, mais un peu de chercher d'où ça vient. Et c'est pour ça que pour nous l'environnement est hyper important, parce qu'en fait à la base dans les fusils à pompe, pour nous le plus violent, c'est cet environnement, en fait, juste même géographique, et cette oppression et ces maisons qui sont toutes pareilles. En fait, il y a un peu le truc où en fait, si tu le vides, mais en fait, tu te rends compte que c'est juste ça, quoi. C'est juste des maisons, tu as un jardin, tu es isolé, et qu'en fait, il y a pas de lien. Ouais, l'architecture est faite pour t'isoler. Il y a très peu de liens pour se réunir, en fait. Et du coup, je pense que c'était un peu ça. À chaque fois dans les films, c'est toujours des personnages qui essayent de fuir leur famille de sang pour aller vers une famille de cœur qui se crée eux-mêmes pour recréer des nouveaux liens, quoi. Mais du coup, ouais, voilà, je pense qu'après, on a évolué, en tout cas, dans un truc plus chaleureux, je dirais, voilà, moins sombre. Plus frais. En tout cas, moi je pense que ce serait le bon moment pour montrer peut-être un extrait des fusils à pompe, tant qu'il y aura des fusils à pompe. Ah oui, on le voit. Vous n'avez pas vu grand-chose, non? En tout cas, là, on est vraiment sur le fondement de cette virilité exacerbée, et en même temps super chorégraphiée, avec presque une douceur dans la manière dont vous filmez les corps, avec comment la caméra, avec ses superpositions d'images, etc., crée presque une forme de douceur à l'intérieur de cette virilité ultra-violente, etc. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné dans vos films, c'est qu'il y a à la fois des images qui peuvent être prises de manière très ambiguë, en particulier dans vos premiers films, à l'époque du film, je sais que ça avait été beaucoup discuté, comme si vous esthétisiez la violence ou que vous faisiez une apologie d'une espèce de virilité qui faisait penser à un truc identitaire ou je ne sais quoi, alors que bien évidemment c'est tout l'inverse que vous essayez de faire, c'est de le déconstruire.
Donc peut-être qu'on pourrait partir de ça pour après arriver justement à la construction de personnages qui sont toujours dans cette ambivalence, mais avec derrière, il y a derrière un besoin de reconnaissance, ou en tout cas de reconnaissance par justement ce que tu disais, une famille de cœur ou une communauté. Et peut-être qu'à l'époque, cette communauté n'existait pas et qu'elle s'est construite au fur et à mesure de vos films. C'est qu'on a l'impression que vos personnages, au fur et à mesure, ils finissent par avoir l'espoir de se retrouver, en fait, de se trouver quelque part, jusqu'à Secret Place, en fait. Bah, non, mais c'est sûr que ça, en tout cas, ces corps hyper virils et tout, je pense qu'il y avait toujours eu cette idée, en tout cas, on était attiré par ça, et c'était aussi comme un truc de le corps qu'il faut avoir quand tu as réussi, en tout cas. Je sais pas, enfin, moi, il y avait un peu ce truc de quand j'étais petit et tout, j'ai l'impression que c'était ce corps-là qu'il fallait avoir pour dire j'ai du succès. En fait, il y avait un peu ce truc c'était une construction créée où tout devait aller par ça, et en fait, le truc aussi performatif du sport, de se dire, en fait, de se bâtir comme un corps capital où en fait on maîtrise tout et on se bâtit un corps qui a le succès, quoi. Mais en fait c'était aussi l'idée de est-ce que ça peut pas être aussi un poids et un poison d'avoir un corps comme ça, et je pense que ça a toujours été un peu l'intrigue entre les deux, en tout cas de faire s'entrechoquer des corps différents et de les unir entre eux. Et je pense que il y avait un truc où dans Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, il y avait pas vraiment. Il y a toujours un truc où dans les films, il y a plein de gens qui ont pu imaginer des histoires d'amour entre ces garçons. Nous, on a toujours laissé un trouble où en fait on n'allait pas, elles n'étaient pas écrites clairement, mais elles pouvaient être sous-jacentes dans Tant qu'il nous reste des fusils à pompe. On ne sait pas exactement la nature de la relation qu'avaient Joshua et Sylvain, mais il y a un truc où, en tout cas, qui peut être de cet ordre-là. Et je pense qu'en fait, on a appris à force à se dire que c'était vraiment quelque chose qu'on voulait traiter, parce qu'on était quand même vachement sur instinctivement, je dirais, sur un truc où en fait on écrivait toujours des personnages de garçons. Même toi, t'avais quand même ton premier film Chien, c'était un garçon tout seul qui était voilà, aussi une certaine idée, enfin en tout cas de la virilité aussi, qui était assez proche des fusils à pompe. Je crois qu'on est allé vers ça et qu'en fait à force on l'a expandu, et jusqu'à, je pense que c'était assez naturel pour moi d'arriver à It's the Night, en fait, où en fait il y avait un truc comme ça. Oui, on voit c'est marrant l'évolution entre. Ouais, mais en fait je pense que ça vient de là, dans le terreau des personnages, ça vient de là, mais c'était aussi en fait de l'assumer, et d'avoir en fait aussi à force envie de faire une vraie histoire d'amour, en fait, de vraiment la traiter et de faire une histoire d'amour puissante, charnel. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, en fait, parce qu'il y avait toujours eu un truc où l'amour était là pas dans la chair, mais dans l'émotion et dans les relations qu'avaient les personnages, mais en fait c'était pas quelque chose qui était visible. Et je pense qu'en fait après ça s'est fait par un goût aussi même de la littérature, voilà, plein d'auteurs qu'on suivait, qu'on a apprécié, et je pense qu'on a voulu mettre ça à l'intérieur, mais ça s'est fait ouais, je dirais assez naturellement, mais c'était un peu le truc ouais, en tout cas, qu'est-ce que sont ces corps et quelle prison ils contiennent. Et c'est vraiment aussi le cas de Jessica Forever, où en fait il y avait un truc où c'était voilà, que des garçons qui étaient quand même, c'était un groupe de garçons qui sont tous hyper violents, et du coup en fait la violence était traitée pour eux comme une sorte de maladie, et en gros où du coup il y avait un personnage qui s'appelait Jessica qui s'était mis comme une mission de réunir tous ces orphelins et qui avait la croyance de se dire, en fait, si on les met entre eux et qu'on les aime, ils vont arriver à être moins violents, du coup, enfin, ce qui marchait pas tellement dans le film, mais en tout cas il y avait un truc où en tout cas elle les avait extraits, et en fait il y avait toujours la question de est-ce qu'on les condamne ou on les bute, ou en fait est-ce qu'on essaye de les sauver, est-ce qu'on peut soigner, c'était vraiment ce truc là, est-ce qu'on peut soigner des gens, et donc je pense que ça venait de là, en fait, tout simplement. Et après à force ça s'est expandu, et à force maintenant je pense qu'on a plus conscience de ça, et du coup on sait mieux gérer le dosage. Je dirais qu'en fait à l'époque on était vraiment en mode full fascination, quoi. Et du coup c'était aussi pour ça qu'il y avait ce rapport hyper brutal, je pense, aux choses, mais qu'on n'avait pas vraiment de recul de ça. Nous, je sais qu'on était... Après c'était aussi une manière de déplacer ces corps-là, c'est qu'on les prenait pas pour ce qu'ils représentaient, on va dire, de manière dans la société logique, c'est-à-dire la puissance. C'était vraiment parce que tous ces personnages-là, dans vraiment littéralement tous nos films, peut-être moins It's the Night, mais sont quand même au départ des personnages complètement brisés à l'intérieur, et c'est presque des coquilles
vide, qui essaye en tout cas de se remplir à travers les autres. Donc c'est des gens qui sont... Enfin, on voit très bien qu'il y a une espèce de faillite de ces hommes, en fait. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour moi, il y avait presque aussi une manière de... Je parlais de la Corse et de l'enfance, mais c'était presque une manière de... Je dirais pas une vengeance, mais une façon aussi de le dire, en fait... qui vous aide vraiment, en fait, au fond. Enfin, voilà, il y avait un truc de... On casse le premier truc et en fait, la première surface, et après, on va regarder à l'intérieur, en fait, de ce qu'il y a. Et moi, c'était presque une manière de détourner un peu tous ces hommes avec qui tu avais grandi et que j'avais autour de moi. Mais dès mon premier film, c'était un non-acteur avec qui j'avais grandi au collège. Et c'est l'histoire d'un mec qui est chasseur et en fait qui va avoir une sorte de vertige dans sa condition humaine et qui va finir par tuer ses chiens et se tuer lui-même. Et il y avait vraiment cette idée, voilà, d'aller en fait voilà, qu'il n'y avait pas pour lui c'est pas quelqu'un qui était fort, en fait, c'est quelqu'un qui était en train de douter, c'était quelqu'un qui était vraiment en train de limite de s'effacer aussi et de s'annuler. Et dans les autres films, il y avait presque plus l'envie de les re-remplir. Là où Chien, en fait, je pense que ça a effacé. Dans les autres films, il y avait l'envie, en fait, de re-remplir différemment ces corps-là et de leur donner une autre manière de s'exprimer entre eux. Enfin, et c'est pareil, c'était aussi un mélange entre... On a toujours travaillé avec des acteurs non professionnels et professionnels, donc c'est aussi des gens qui se rencontrent avec vraiment un univers très différent. Enfin, et la relation qu'ont les acteurs sur le moment du tournage, ils se nourrissent réellement, en fait. Il y a quelque chose, en fait, où c'est pas des bonhommes, en fait, les gens qu'on choisit, même s'ils ont un peu cette allure-là. Justement, on essaye de trouver la faille et même quand on a voulu mettre en scène, on va dire, des méchants dans It's the Night, le personnage qui joue le chef de la bande, justement, on voulait tout le contraire on va dire, de l'idée qu'on a d'un chef de gang, parce que c'est vrai que je me disais aussi, mais en fait, la folie, elle peut être aussi beaucoup plus intéressante, et la violence de quelqu'un quand elle n'est pas d'apparence, en tout cas, quand il y a quelque chose qui est physiquement pas justifiable, en fait. Et ça, j'y crois aussi énormément. Et du coup, on a travaillé avec un acteur, voilà, qui sortait un peu des idées conçues de ce genre de personnage de chef de bande. Donc à chaque fois, c'est aussi de déplacer. Et nous, ça nous permet, voilà, presque de créer un autre discours et d'aller chercher ailleurs et un peu de sortir aussi des idées préconçues. Enfin, moi, je sais que c'est des choses aussi qui tendent à me réveiller. Ouais, il y a la mise à jour. Je ne sais pas quoi faire. Pardon. Est-ce que tu as ton disque dur à portée de main? Ouais. De machine, voilà. On contrôle pas, c'est mise à jour. J'allais justement proposer de montrer un extrait d'ici peu. Bon, on va attendre un petit peu, mais pour moi, cette construction des personnages, comme on disait tout à l'heure, qui sont à chaque fois quand même un peu des orphelins, au sens où il y a une présence, vous attachez presque systématiquement à soit des adolescents, post-adolescents ou jeunes adultes, hein, l'essentiel de vos personnages. On voit rarement des personnes qui seraient leurs parents, ou c'est souvent des personnages, ils n'ont pas d'ancrage, hein, en fait, d'ancrage, ils sont très déracinés et presque ils trouvent justement souvent dans les mondes virtuels ou les jeux une existence qui leur est propre et dans laquelle ils s'épanouissent, en fait. Finalement, il y a une forme d'émancipation et de liberté à travers ça, et c'est très marquant dans It's the Night, le personnage de la sœur, et qui est déjà présent. C'est pour ça que je voulais arriver là-dessus, parce que là, les personnages féminins et qui sont déjà un peu en germe. Déjà, quand vous faisiez le clip, il y avait un clip que je voulais montrer. J'aurais bien aimé même presque commencer par ça.
par Amour-Océan, parce que je trouve que ça résume bien l'évolution qu'il y a eu jusqu'à It's the Night, avec ces personnages qui sont à la fois dans le réel et à la fois à l'intérieur du jeu, mais qui, voilà, avec un personnage isolé qui pourrait être un truc très stéréotypé, en fait, ce jeune un peu geek qui est solitaire, et puis avec cette fascination pour un personnage de fantasy dont il tombe amoureux. Et c'est assez bien résumé, en fait, qui après deviendra un des thématiques qui vont nourrir vos films suivants. Donc ça m'aurait intéressé, ce truc aussi du coming of age movie, qui est comment vous détournez les stéréotypes et comment vous pouvez vous appuyer dessus tout en les déconstruisant, quoi. Ouais, mais parce que je pense qu'aussi on a fait après des films à la base qu'on a commencé, on se sentait un peu encore en fait dans cet état-là, en gros je dirais dans cet âge-là qui est l'âge où en fait tu dois un peu, enfin qui je pense assez violent pour beaucoup de gens, juste parce qu'en fait c'est l'âge où tu dois choisir ce que va être ta vie, et en tout cas où tu peux avoir le plus de conflits internes de comment tu le ressens par rapport à une obligation sociale, ou même juste est-ce que tu as la chance ou le privilège d'avoir des parents qui te soutiennent pas, en fait toutes ces questions-là qui peuvent créer des tensions hyper extrêmes. Et je pense que c'était à chaque fois ça dans nos personnages, c'est qu'il y avait un peu un truc où en fait eux-mêmes savaient qu'ils n'avaient pas encore trouvé la voie dans le truc qui leur plaisait, et du coup c'était d'où cette violence et cette lutte, elle venait aussi d'un truc aussi simple et en même temps aussi grand que juste comment je vais faire pour être heureux, pour avoir une vie qui me plaît. Et je pense que c'est toujours ça la question, en fait, c'est pour ça que c'est la question du groupe, c'est la question de la vie, c'est la question de la lutte des personnages. Elle est toujours en fait liée à ce contexte-là. Et voilà, les fusils à pompe, je sais que c'était vraiment un truc parce que moi j'avais grandi à Bouloc, qui est le village où ça a été tourné. Il y avait vraiment, à côté de Toulouse, c'est ça? Ouais, qui est un petit village vraiment, bah voilà, c'est des rues, c'est un village, oui, il y a une maison, quoi. Et en fait, en gros, il y avait eu un truc où j'avais plein de gens du lycée, il y a eu une espèce d'épidémie, enfin pas une épidémie, en fait, il y avait juste plein de suicides, en fait, quand j'ai quitté le lycée. Et ma mère m'envoyait plein de notes de lui, en fait, il est mort, lui, il est mort, lui, il est mort. Il y avait un peu ce truc-là qui était hyper présent et assez lourd, et du coup, c'était presque l'idée en fait, de parler de ça, quoi, enfin, de dealer avec ça et de se dire, enfin, sans donner toutes les explications, et de dire il s'est suicidé pour ça, parce qu'en fait il y a toujours un truc où souvent dans les médias, quand c'est expliqué, on prend toujours une petite raison qui fait qu'en fait c'est comme si ça l'arrangeait. Et qu'en fait le suicide devenait dépolitisé, parce qu'en fait on disait il est suicidé pour tel événement là, mais alors qu'en fait on n'a pas parlé vraiment de c'est quoi la condition qui crée que de plus en plus de gens en France sont en train de ont plus envie de vivre, quoi. Qui me paraissait un enjeu, voilà, enfin pas un enjeu mais un truc hyper lourd. Et je pense que ça venait de ça, en fait, les fusils à pompe. C'était vraiment l'idée en tout cas de faire des films à partir de ce terreau-là, et sans malheureusement avoir une solution, mais c'était plus de parler de ce climat-là, en fait, dans lequel on avait grandi, et de comment on lutte et on travaille à l'intérieur de ça. Après, ouais. Donc en fait, c'est sûr qu'on a toujours été fascinés aussi par les personnages qui essayent justement de se construire des cabanes à eux pour sortir de ça, en tout cas. Et du coup, c'est chaque stratégie et chaque personnage a ça. Il y en a, ça peut être les jeux vidéo, il y en a, ça peut être voilà, enfin ça peut être la drogue, ça peut être la fête, ça peut être plein de trucs, quoi. Mais c'est toujours en fait de qu'est-ce qu'on fait pour essayer de fuir ce truc hyper lourd, quoi. Et je pense que c'est toujours ça, en fait. Nos films tournent à chaque fois autour de ce truc, et de comment se construire sa maison où en fait, on se sent bien. Et ouais, en fait, et je pense que dans les clips, Amour-Océan c'était vraiment ça, quoi. C'était vraiment un truc où ça parlait, en tout cas, on était à la Japan Expo à l'époque, et en fait ça parlait vraiment de personnages qui nous semblaient les avatars. Ouais. On peut le regarder peut-être, comme ça on va en parler après. Sweet 16, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors tout d'abord je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires de la semaine dernière, aussi salut aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel un petit peu spécial parce que vous avez été nombreux à me le demander. Aujourd'hui j'ai très envie de vous présenter du coup le tutoriel pour réaliser l'épée de Guts dans Berserk. Alors, donc pour ce tutoriel vous aurez besoin de languettes de bois, ensuite on va avoir besoin de colle. Vous aurez aussi besoin de colle vinylique blanche, d'une règle en métal, de préférence un peu souple.
d'une paire de ciseaux, de scotch, d'un cutter, de mousse, bois, baguette de bois comme ça, vous en trouvez dans tous les magasins de bricolage, d'une bombe aérosol du coup couleur chrome pour pouvoir donner l'effet métallique. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, le plus important, la feuille de papier canson. Donc vous allez pouvoir en prendre plusieurs, n'hésitez pas à en prendre beaucoup parce que si jamais vous faites des ratés, ça vous permettra de le refaire. Moi j'ai pris du 0,5 mm, prenez quelque chose d'un peu épais quand même, un minimum. Dépassez pas les 1 mm, mais après en dessous, l'épée risque d'être vraiment pas assez solide. Tout ce matériel pour du coup donner naissance à... Tada! Elle est belle hein, franchement, elle en jette. Donc du coup on aura besoin de tout ça pour faire ce genre d'épée. Et donc du coup on va pouvoir passer au tutoriel maintenant. Je vous cache pas que au début j'ai un petit peu galéré, mais je vous ai fait une version simplifiée pour que vraiment on puisse, pour que ce soit accessible tout simplement. I found love. I found love. I found love. I found love. I found love.
found love. Bon, merci pour... Ça, c'est la première fois que je le vois comme ça, avec un son comme ça, en dehors d'un contexte domestique. Puisque c'est marrant parce que c'est beaucoup aussi, les jeux vidéo, c'est un contexte très domestique. Et c'est vrai que là, ça joue beaucoup sur des éléments très prosaïques, du réel, comme ça. Et c'est vrai que cette confrontation-là, elle est souvent présente dans vos films. Et aussi, je me disais, là, c'est un clip. Mais après, souvent, la musique dans vos films et le son, c'est quelque chose de diégétique, c'est-à-dire qui est vraiment incorporé à l'action, où les personnages eux-mêmes écoutent la musique. Là, ça pourrait presque être ça aussi, d'une certaine manière. Mais il y a souvent, les personnages sont en train d'écouter la musique, elle devient la musique du film aussi. Il y a beaucoup un croisement des deux, et ces collisions-là, elles sont aussi valides pour l'image que pour le son, je trouve. Mais je crois aussi que c'est parce qu'on a mis du temps à faire composer pour nos films. La première fois qu'on l'a fait, c'était sur It's the Night, en fait. Ouais, et du coup, tous les films d'avant, c'était vraiment des musiques qu'on choisissait parce qu'on les aimait en premier. Je crois qu'il y avait vraiment cette envie de les entendre au cinéma, même pour nous. Ouais. Donc, c'est vrai que là, quand je recherchais des extraits, il y a toujours des scènes de danse, de communion avec les personnages où ils écoutent, on les voit mettre. Donc, il y avait presque quelque chose d'assez naturel entre les personnages et le fait de vraiment écouter une musique, parce que je pense que notre envie première, c'est aussi que le spectateur écoute la musique. Donc, en fait, elle a une grande place. Et c'est aussi c'est vrai que dans nos premiers films, c'est pas des films qui parlent beaucoup. Même It's the Night, si on regarde, c'est pas un film qui parle, bavard. Qui est bavard. Et il y avait vraiment cette idée surtout dans les premiers, mais d'être vraiment au mot près, au mot juste. À chaque fois, on disait, voilà, c'est des personnages qui sont assez seuls, donc ils n'ont pas une facilité de dialogue. Donc, en fait, quand ils parlent, c'est vraiment quelque chose qui est choisi. Les mots résonnent un peu comme des chants et comme une musique aussi. Donc, c'est vrai que même la musique avait, on va dire, pour... pas utilité, mais un peu pour... on avait envie qu'elles servent de dialogue, en fait, qu'elles viennent prendre aussi leurs émotions et qu'elles soient comme une forme de parole pour eux, en fait, de choses qu'ils ne pourraient pas exprimer. Donc ouais. Et c'est aussi quelque chose qui anticipe un peu quelque chose de générationnel, c'est-à-dire que là, vos personnages, évidemment, ça c'est de 2017, c'est ça 2016, ouais. 2016, 2017. Il y a aussi ce phénomène des camgirls, vous avez aussi travaillé sur la pornographie, sur la sexualité en ligne, sur aussi à la fois ce personnage fantasmé, mais aussi la sexualité fantasmée. Toutes ces choses-là qui se vivent par procuration sont extrêmement présentes dans vos films jusqu'à It's the Night, puisque c'est la narration parallèle. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est donc la narration parallèle entre une romance entre deux jeunes hommes qui se rencontrent et dont la sœur de l'un des deux, elle est dans un personnage de fantasy, un peu comme on voit dans ce clip. Enfin, ou en tout cas, elle s'identifie avec un personnage de fantasy d'un jeu vidéo où il y a un compte à rebours qui est aussi un compte à rebours dans la réalité pour dans l'existence même. Donc ça, c'est aussi intéressant, ce rapport au temps et, qui est très présent dans le compte à rebours, donc du coup qui est le pilier de la narration, enfin la structure même, et cette chose qui s'effondre graduellement. Comment vous travaillez cette notion-là, en fait? Comment cette notion de quelque chose qui est en phase d'effondrement, en fait, mais je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, parce que je viens sur It's the Night, mais c'est parce que ici on voit aussi un peu cette phase-là, à la fois d'un rapport où il y a un lien, mais qui se délie très rapidement. Non, mais sur It's the Night, c'était vraiment le postulat de départ. En fait, c'était à la base du film, il y avait vraiment deux envies, on va dire, assez séparées. À la fois cette histoire d'amour entre Night et Pablo, et qu'on pensait sous une forme tragique,
de tragédie. Et en même temps, une autre forme de tragédie qui est la fin des serveurs des jeux vidéo, que nous, on n'a pas forcément connu personnellement, mais dont on a regardé énormément de vidéos et dont on s'était vraiment documenté. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose toujours d'assez étonnant, parce qu'on se dit que ces mondes virtuels, en fait, sont éternels. Il y a quelque chose qui ne pourront pas finir, ils sont là. Et en fait, les fins de serveurs de jeux vidéo, c'est parfois des centaines, des milliers de personnes qui se regroupent à un jour donné. Enfin, c'est vraiment comme dans la fin du film, pour se dire au revoir et pour dire au revoir à 10 ans d'existence de leurs avatars et d'un prolongement d'eux-mêmes et de gens qui reverront sans doute jamais. Donc, c'est full tragédie, là, on y est en plein dedans. Donc, en fait, on s'est dit, bah, voilà, il faut qu'on arrive à lier ces deux fins de monde. Là est arrivée l'idée du compte à rebours à l'écriture, qui a été... Parce que c'est vrai que souvent, les gens nous disent « Ah, mais il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de Dark Noon ». Dark Noon, c'est le nom du jeu dans It's the Night. Il y a beaucoup de Dark Noon dans le film. Je crois qu'en réalité, il n'y en a que 15 minutes. Donc, c'est pas tant que ça sur 1h45. Mais c'est vrai que comme il y a ce décompte aussi qui vient, en fait, lier le virtuel et le réel, et en fait, rappeler à chaque fois... Enfin, on va dire lier les personnages et rappeler en fait que la fin du jeu est aussi, on va dire la trajectoire tragique de l'amour. Donc en fait, les deux en fait sont liés à ce décompte-là. Donc ça s'est fait assez naturellement. Après, c'est vrai que on avait envie de parler d'un sentiment de fin, en tout cas que je pense qu'on touche aussi bien peut-être. Dans nos images virtuelles, mais également dans le monde de manière assez générale, à plein d'endroits, que ce soit dans notre société, d'un point de vue écologique, dans plein de choses où voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de nous échapper entre les mains. Alors c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais moi c'est vrai que je pense que les premiers mouvements sociaux que j'ai connus en étant à Paris, c'était les Nuits debout. Juste après, on a eu les Gilets jaunes. Et c'est là aussi où nos films ont changé, où en fait, presque les problématiques de nos personnages qui étaient presque plus intimes, de nos villages en province, dans nos maisons, dans les chambres, etc. C'est là qu'on a commencé à retravailler avec l'animation, avec des personnages qui avaient des problèmes, on va dire, peut-être un peu plus grands. Et c'est aussi un moment où moi et Jonathan, on a commencé un peu à sortir de cette chambre qui était en réalité un petit studio où on vivait. Et du coup, voilà, on a eu envie de parler de ce sentiment de fin qui nous habite depuis plusieurs années maintenant, et qu'on a mis du temps aussi à réaliser. Et voilà, il fallait faire ce mouvement-là. Et It's the Night ne parle que de ça. Mais en parallèle, ce que disait Jonathan, c'est que nos films, on les a voulu de plus en plus lumineux aussi. Et on a tout fait, en fait, pour que les acteurs, même dans la direction, leur dire, en fait, il y a cette fin, mais en fait, vous êtes des personnages en lutte et il faut que à n'importe quel moment, il faut que vous bougiez vite et que, en fait, vous essayez à chaque fois de vous échapper des situations, faut que vous croyiez que c'est possible. En tout cas, c'était hyper important pour nous. Et je pense que c'est aussi pour ça que la direction d'acteurs changeait, où on est parti d'acteurs en fait où on les dirigeait, d'une manière très stricte au début. On leur demandait de faire le moins possible, de mettre le moins de sentiments possible dans ce qu'ils disaient. Et c'était parfois très dur pour les acteurs, moins dur pour les non-acteurs, mais c'était complètement dévitalisé, mais parce que ça allait avec les histoires. C'est qu'en fait, il fallait qu'ils aient... Enfin, pour nous, c'était impossible d'avoir l'air vivant dans un monde comme ça. Et du coup, il y avait presque un truc où ils pouvaient pas être vivants. Ils avaient déjà... ingurgiter leur mort. On leur demandait d'être comme des somnambules. C'est vrai que sur Jessica, je me souviens quand on leur parlait, on disait mais en fait vous êtes des personnages qui marchent en permanence sur une corde raide, et en fait le moindre événement, presque le moindre son violent, le moindre cri, en fait va vous faire tomber en fait. Donc en fait faut que vous restiez sur cette corde, et du coup c'est vrai que ça induit un jeu. Et par exemple on demandait quand on faisait les scènes avec les acteurs, juste après la scène, donc il a joué en bougeant dans l'espace, et juste après, on leur refaisait faire le dialogue sans bouger, à voix basse. Ce qui implique pas du tout les mêmes façons de jouer, parce que du coup, il y a plus les mouvements, etc. Donc c'est un jeu beaucoup plus neutre. Et en fait, après, en post-prod, on a remis ces dialogues-là sur les images. Donc il y a eu tout un travail derrière, et ce qui donne en fait cette espèce de désincarnation dans les voix.
Et voilà, et on l'a fait une fois, on l'a fait très fort avec Jessica, qui était un peu la somme, on va dire, de tous nos précédents courts-métrages. Et je crois qu'après, on avait envie d'un It's the Night, où en fait, ça allait à l'encontre de ça. Et justement, par exemple, Jessica, il y avait beaucoup de projecteurs sur le set. Et ce qui fait qu'un acteur, quand il y a beaucoup de projecteurs, il peut aller que de là à là. Et il est aussi un peu paralysé. Et ça allait avec le film. Ça allait avec cette idée de cadre, de plan un peu tableau, presque comme une photo de famille. À chaque fois, il y avait l'idée de la photo de famille. Et là, sur It's the Night, on a dit direct au chef opérateur, on ne veut pas de lumière avec des pieds, en fait. On veut que tout soit dans le champ. Donc, on a fait un travail en avance pour que toutes les lumières soient déjà là. Et du coup, c'est que des lumières, on va dire, naturelles ou de jeu. Mais ce qui implique aussi une manière de jouer pour les acteurs qui est complètement différente, parce qu'en fait, ils sont complètement libres d'aller où ils veulent. Donc, il y a eu une espèce de retournement comme ça, et qui allait aussi avec ce premier film, qui était aussi le premier qu'on plaçait vraiment dans le réel. Donc, il y avait une envie d'être vraiment... prendre le réel, mais presque justement de le dévorer, en fait. Il y avait vraiment ce truc de... Oui, sans pour autant être un film naturaliste. Alors, c'est marrant ce que tu disais, parce que les personnages de jeux vidéo et de la façon dont vous dirigez, ça fait presque penser à du Bresson, en fait, où il reste plus que presque un ton très, très neutre, en fait, où surtout, il n'y a pas d'expressionnisme de la parole, et surtout pas. Et en même temps, It's the Night, sans pour autant être naturaliste, à quelque chose de très charnel, déjà ne serait-ce que littéralement dans la relation que les deux hommes qui se rencontrent nourrissent, la relation passionnelle, charnelle, mais aussi tout ce qui s'articule autour du personnage d'Apolline. Apolline a une présence, a une existence presque, elle tient en fait, elle tient tout l'axe du film, quoi. Mais ça vient aussi de là, ce que tu disais, la direction, mais aussi qu'ils avaient, en fait, vu que c'était un film qui se passait dans le monde réel, ils avaient une sociologie qui était assez précise et qui était écrite. Ce qui était vraiment la première fois dans nos films, parce qu'en fait, avant, c'était plus un truc de... En fait, on n'expliquait pas, on donnait pas de backstory aux gens, ils n'avaient pas du tout... Ils Ni pouvaient même pas pour vous-même. Non, il n'y avait pas un truc où c'était presque des figures. En fait, c'était vraiment de travailler sur la figure d'un personnage et l'archétype. Enfin, c'était vraiment ça qui nous intéressait. C'était pas de créer un lignage sociétal, en fait. C'était vraiment de l'extraire du monde et de le dire, on te met dans cet environnement maintenant et qu'est-ce qui se passe, en fait. Et c'est ce qui était en soi presque une manière de... Ce qui est ça dans les jeux vidéo, où en fait souvent il n'y a pas... Quand tu arrives dans un jeu, tu n'as pas vraiment une backstory, mais si tu réagis aux événements qui te tombent dans la gueule. Et en fait là, il y avait un truc où c'était assez différent pour It's the Night, c'est parce qu'il y avait vraiment une sociologie, un ancrage réaliste qui était dans le Havre avec une famille ouvrière, avec une ville ouvrière, et du coup la lutte est plus précise dans l'environnement social, quoi. Donc en fait ça on l'a écrit vachement, mais en fait aussi c'est marrant parce qu'on les a vachement aussi dirigés par leurs goûts musicaux. C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait je sais qu'à Pablo, il avait fait une playlist d'éléments, enfin de groupes qui étaient assez précis pour nous, qui étaient aussi, je pense, des groupes qu'on avait écoutés, on avait l'impression qu'ils racontaient un rapport au monde, quoi. Et c'est des posters qu'on retrouve dans la chambre d'Apolline, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, lien-là, en fait, on s'était dit que la relation entre Apolline et Pablo passait aussi par la musique, et du coup, tous les trucs de Sepultura, il y a Chief Keef, il y a Deftones. Je sais plus qui c'est qu'il y a, mais enfin il y a Young Thug. En fait, il y avait un truc où c'était pas des groupes de la musique de la génération d'Apolline, c'était des trucs plus de notre génération, je dirais. Mais qui du coup, en fait, le fait qu'elle aime ça et qu'elle ait ce truc dans sa chambre, c'était aussi déjà de raconter un linéage entre eux, en fait. Donc ça s'était fait comme ça. Et après, je pense qu'on leur a juste, en fait, dans la direction, laissé beaucoup plus de place. Pour improviser, pour avoir le droit de changer des dialogues et pour aussi avoir le droit d'exister, quoi. Ce qui était en fait avant, c'était un peu un truc de... Ouais, en fait, c'était beaucoup plus cadenassé quand même, je pense. Mais c'est aussi, je pense que ce que tu dis de la force du duo amoureux et de Apolline, c'est aussi que si on regarde vraiment le film, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'amis, enfin, il y a vraiment un truc où en fait, on tenait vraiment à ce duo-là, du coup, d'être vraiment au cœur de leurs actions et de leurs sentiments, et d'être vraiment qu'avec eux. Et en fait, si on regarde bien dans le film, je crois qu'il n'y a qu'un plan où ils sont tous les trois dans le même cadre. Sinon, en fait, ils sont tout le temps séparés, ils sont toujours deux, et il y en a toujours un qui est absent, mais qui brille par les paroles des deux autres. Donc, il y a toujours l'idée de se rappeler de celui qui n'est pas là. Et Apolline, c'est marrant parce qu'au début, beaucoup de gens, dans les premiers retours d'écriture, nous disaient « Ah oui, mais elle est passive, elle est dans sa chambre, etc. » Mais n'arrivaient pas à prendre le jeu vidéo comme elle, un prolongement d'elle. On disait mais non, mais elle est active, elle est dans le jeu, et puis en plus c'est quand même un personnage qui mute et qui se transforme, et que
presque la manière dont elle prend les rênes dans le jeu aussi avec Nike, etc. Il y a quelque chose de... Oui, c'est elle qui tire les ficelles, en fait, au final. Qui tire les ficelles. Et même la manière dont le peu qu'on sait de sa famille et de son père, etc., tout est vu par son prisme, en fait. On n'est jamais dans le point de vue du père. Donc, en fait, toute la révolution de l'intérieur de cette maison-là d'Apolline, en fait, se passe à travers elle, en fait, jusqu'au moment où, en fait, elle peut plus jouer, donc elle sort de chez elle et elle devient active à l'extérieur. Mais c'est vrai que, pour moi, elle était active même en étant dans sa chambre. En fait, il y avait ce truc-là où ça l'empêchait pas d'être active différemment par rapport à une génération qui a 17 ans et qui aussi... vit différemment, à travers les jeux vidéo, il y avait vraiment cette idée du prolongement d'Apolline. Et du basculement, excuse-moi, juste pour rebondir là-dessus, ce basculement de perception, il est lisible dans la mise en scène, au sens où je crois que c'est le premier film où justement il y a une transposition. D'habitude, la caméra était comme celle justement d'un first person player. Donc la caméra, je sais que tu as souvent parlé du film de Gus Van Sant, Elephant, qui est tiré lui-même qui est un remake d'un film d'Alan Clark que vous avez sans doute vu, qui est aussi finalement avant la lettre comme un jeu vidéo avec cette violence, qui est une violence politique là pour le coup. Mais là, d'un coup, il y a ce déplacement. Donc, c'est comme si vous partiez du film d'Alan Clark, en gros, pour arriver vers quelque chose qui épouse la perspective d'Apolline en réalité. Donc, d'un coup aussi, la caméra se fait plus... elle se déplace sous des angles qu'il n'y avait pas avant dans vos films, qui étaient plus sur, comme je disais au départ, sur des architectures, sur des plans très photographiques avec les personnages, même s'ils étaient plusieurs, étaient distanciés les uns des autres et toujours pris à peu près à la même distance. Et là, dans It's the Night, il y a eu un rapprochement des corps aussi. On sent la caméra elle-même est plus charnelle. Ouais, mais ça c'était vraiment une volonté de base. En fait, c'était de créer un film déjà beaucoup plus près des gens, des êtres et de leur amour, parce qu'en fait, c'était vraiment ça la base du film. Et donc, on s'est vraiment influencé par tous les films de Claire Denis, une cinéaste qu'on adore. C'était vraiment un truc qu'on a beaucoup regardé avec le chef-op pour voir comment elle filmait les corps et en fait aussi ressentir ça. Il y avait les films de Wong Kar-wai, il y avait vraiment ce truc-là en tout cas de pas figer les gens et de bouger avec eux et en fait de les suivre, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Mais il y avait aussi l'idée dans le film que vu que le film contient un jeu vidéo, on voulait pas de faire vraiment un contraste entre le réel et le visuel, mais plutôt de faire une contamination. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il y avait plein de façons de filmer qui se télescopent dans la moto, en fait, l'idée en fait que la vie devient une mission à un moment dans le film et qu'en fait il y avait ces environnements qui se télescopent, quoi. Il y a vraiment toute la fin du film, c'est clairement une mission de jeu vidéo qui ressemble vraiment à des missions de GTA où en fait tu dois t'échapper de prison, voler une voiture, foncer un truc, tuer lui. Il y avait vraiment cette idée en tout cas de la quête à chaque fois, mais après en attendant de qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas la mission en fait. Et je pense que c'est toujours un truc qui nous a fasciné, c'est entre l'errance et la quête. Et je pense que c'est là où se situe nos films, c'est qu'en fait on a toujours su que dans nos films les scénarios et le financement des films marchent sur une quête. Il faut toujours avoir pour écrire, pour raconter un semblant de direction, pour juste prendre les gens et même avoir des sous, quoi, avoir du financement. Mais après, il y a toujours eu ce truc, en tout cas, de faire un système d'errance autour, parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui nous plaît, c'est ça qu'on a envie de filmer. Et en fait, ce système d'errance, c'est aussi un truc qui est vachement propre au jeu, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans les jeux, il y a toujours eu ce truc il y a une mission qui est hyper précise. Mais en fait, on s'en fout. J'ai l'impression que c'est toujours un prétexte pour en fait créer de l'intime à l'intérieur et c'est un truc qui est hyper dur à ressentir qu'on n'est pas gamer parce qu'en fait, quand on regarde quelqu'un jouer, c'est hyper chiant. On a l'impression, on se dit mais pourquoi il prend autant de temps pour faire sa mission et tout. Mais parce que je pense qu'en fait, c'est tout ce truc de qu'est-ce qu'on charge à l'intérieur des jeux et qu'est-ce qu'on charge. Oui, puis même dans un jeu, on peut prendre le temps, même prendre le temps de ne pas aller résoudre quelque chose, en fait, de prendre le temps d'être dans le jeu juste pour lui-même, quoi. Mais c'est ça, mais c'est du coup de prendre le temps d'être pas productif, en gros. Et du coup, et je pense que c'était un peu ça. Nous, nos films, à chaque fois, alternent avec ces temps-là, en tout cas, où il y a toujours cette idée de la direction d'une quête qu'il faudrait aller vite pour la faire vite pour que ça avance, mais en même temps, les personnages n'ont pas envie. Il y a toujours un truc où en fait c'est un peu, du coup c'était aussi pour ça que c'est souvent des trucs d'anti-action. Je pense que ce qui nous a
Jessica Forever, c'était hyper drôle parce qu'il y avait un peu un truc où, voilà, en plus le film a été, la bande-annonce, c'était un truc où on croyait qu'on allait voir Tomb Raider, quoi. Enfin, on était avec des garçons, avec une fille, ils avaient des calaches, il y avait un truc comme ça. Alors qu'en fait, c'était un film où, en soi, c'est un film d'anti-action, c'est un film sur le trauma et en fait sur des personnages qui, eux, leur but, c'est d'arrêter de bouger, d'arrêter de recréer l'amour, mais pas de prendre le temps de se déplacer, en fait. Il y avait vraiment ce truc-là. Et du coup, je pense que c'est toujours, en fait, les films, enfin, pour nous, c'est l'enjeu du scénario, c'est toujours ça, c'est de trouver le temps de raconter ses émotions et juste de prendre le temps d'être avec les personnages, mais en même temps, il faut quand même toujours trouver un archétype d'histoire sur lequel se greffer pour que le film soit quand même narratif et soit finançable. Oui, soit finançable. Et nous, c'est un peu ça à chaque fois. Du coup, c'est pour ça qu'on aime bien aussi jouer avec des figures. Voilà. Là, pour It's the Night, il y avait vraiment cette idée du mélodrame. C'est un truc qu'on adore. En plus, on adore les films de Douglas Sirk. Il y avait un peu ce truc de se dire, voilà, on va jouer d'aller les codes, de jouer les codes à fond, pousser les curseurs. Le gangster, le mélodrame, il y a même des chroniques familiales. Mais en fait, c'était aussi l'idée de hybrider tous ces genres. En fait, de pas d'en faire un collage et pour essayer de les déplacer, de pas inventer dans le genre, parce que je pense que dans le genre en soi, tout ce qui existe dans In the Night existe déjà et a déjà été fait. Mais je pense que là où pour nous c'était intéressant, c'était plus de mettre en relation des genres qui sont d'habitude pas forcément ensemble, quoi. C'était pour ça en soi que le côté hybride du film était quelque chose qui nous paraissait hyper important, parce qu'on a l'impression que nous, le monde tel qu'on vit aujourd'hui, en tout cas nous tel qu'on le ressent, mais même dans nos goûts et même dans les gens qu'on rencontre, est hybride, et que du coup il y avait un peu en tout cas, il fallait que le film ressemble à ça, quoi. Mais c'est en ça que vos films et je dirais vos œuvres en général, parce que je pense que ça va même au-delà de simplement faire des films. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours senti que vous prenez le pouls de ce qui se passe aujourd'hui, enfin, même transposé, mais en tout cas presque de manière générationnelle. Je sais pas, je pense qu'il y a très peu de films comme vous, de gens qui font des œuvres un peu comme les vôtres en France. Je dirais qu'il y a peut-être Virgile Vernier qui touche un peu ce même type de cette solitude très contemporaine qui est plutôt celle vécue par celle de la génération Y, Z, on va dire, qui a grandi peut-être dans les années 2000. Il y a beaucoup de références à ça dans vos films, mais moi j'ai toujours pensé que vos films, y compris, enfin même surtout It's the Night, était un peu suivaient comme les films générationnels que moi j'ai vus en grandissant. Il y a eu Léo Scarax dans les années 90 qui représentait quelque chose de la jeunesse de ces années-là, enfin dans les années même 80, on va dire 80-90. Il y a eu Greg Araki beaucoup dans les années 90-2000, Gus Van Sant un petit peu, mais c'est des cinéastes qui fonctionnent aussi par rapport à une jeunesse qui est de cette époque. Et moi, je trouve que vous cristallisez très très bien cet esprit de l'époque, au même titre que Virgile Vernier, je trouve. Alors, ça peut se traduire évidemment dans It's the Night, mais aussi dans vos films en 3D. Peut-être que ce serait bien, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais de voir un petit dernier extrait qui cristallise bien aussi ce rapport à la musique, au son. Alors, je ne sais pas si ce que toi tu verrais comme une... par rapport au film en 3D, peut-être il faut regarder le feu brûler dedans. Ah oui, il y a la voix off. Ouais, si tu veux, avec Pandaging. Ouais. Ça. Et c'est pas en 3D, sinon j'ai... Non, pas en 3D forcément. Non, mais très bien, très bien. Je trouve que ce film aussi est...
vu que les Canadiens ne peuvent pas voler la nuit? Ben oui, du coup, il n'y avait pas de voix off, mais ça donne un peu une idée de. En fait, c'est toute une série de. En fait, depuis. Je pense depuis Bébé Colère, c'est une série de films qui n'est pas vraiment pensé comme une série. Par exemple, celui-ci, on était en résidence en Corse et on ne voulait pas écrire parce qu'on était en train d'écrire It's the Night depuis trop longtemps. Et on s'est dit, on prend juste la voiture et en fait, on met des objets et une caméra et on va faire des images et on verra ce qui se passe. Donc, il y a eu pas mal de films comme ça, en fait, qui ont commencé à naître avec des images qui étaient un peu des archives personnelles ou ce que je racontais justement de Jessica ou un peu gros tournage, pas compliqué. On avait envie de retourner nous-mêmes à la caméra et du coup de recréer nos propres archives. Et c'est là qu'on a beaucoup commencé à filmer nos espaces. Donc ça a commencé par les lieux, nos lieux familiaux. Et le premier a été Bébé Colère, en tout cas, qui était l'histoire de ce petit bébé que je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sur YouTube en libre accès. Un petit bébé en fait qui se demande ce qu'il doit faire et il ne sait pas ce qu'il doit faire dans le monde. Voilà. Et du coup, c'est des images, c'était une espèce d'idée de faire un film d'archives, mais avec nos archives, en reprenant une archive d'Internet qui est un peu le bébé Pixar que tout le monde connaît, et en fait, tout le monde peut s'identifier. Un bébé un peu kitsch. Voilà, un peu kitsch, le bébé lambda. Kawaii, voilà. kitsch. Et c'était des films, en fait, où, comme c'est souvent long de faire un long métrage, et que les choses bougent beaucoup autour de nous. Ça a été des films qui ont été comme des, je dirais pas des thérapies parce que ça sert pas, enfin c'est pas pour moi que je l'ai fait non plus, mais il y a une façon, on avait besoin de dire des choses, en tout cas raconter un état d'âme, et il fallait trouver une manière simple de le faire. Donc c'est des films qui sont quasiment très peu financés, voilà. Enfin il y a vraiment là par exemple celui-ci. Je pense qu'il y avait quasiment pas de financement. Il y a le FRAC qui est arrivé à la fin pour nous aider à faire la post-prod, mais c'est tout. Donc c'est des films assez instinctifs qui sont pas écrits, il n'y a pas de scénario. Et en fait, donc, on va chercher au montage, ou la voix off s'écrit au montage, mais par exemple, celui-ci, il n'était même pas l'idée de faire un film, c'était vraiment l'idée de faire des images avant tout. Et donc il n'y avait pas de but, et ça a été une manière pour nous, voilà, de continuer à nous exprimer. Et peut-être que c'est là aussi que ce dont tu disais d'une génération, en tout cas, mais d'arriver à rendre en image, en tout cas à synthétiser cette espèce de flux, ce flux d'images et d'émotions, en fait, qui est de plus en plus dur, tellement il est dense et agressif. Ouais, voilà. Et de se dire, en fait, est-ce qu'à un moment, on n'essaierait pas de raconter quelque chose, en tout cas de donner une forme à ça. Et donc, je sais que ça a été même pour nous, voilà, une manière de respirer, enfin de trouver un souffle, en tout cas, dans cette espèce de magma qui nous entoure. Et ce film-là, par exemple, c'est l'histoire d'une femme qui est pyromane et qui voit sa terre en fait être défigurée. Donc, vous avez pu voir mon village à un moment dont je vous parlais depuis le début. Et en fait, qui le voit changer. Et ça, c'était moi pendant les archives et qui me disait, mais en fait, il faut absolument que je filme parce que comment je pourrais raconter ça dans 20 ans, voilà. Et donc, il y a cette idée en fait, voilà, d'une terre et d'un monde, mais qui n'est pas forcément que le mien, en fait, qui résonne avec des gens à travers plein de pays différents. Et en fait, de se dire voilà, comment on fait pour en fait, sauvegarder son monde, et est-ce que des fois, en fait, il ne faut pas passer par la violence, donc elle était pyromane, pour repartir à zéro. Donc il y a cette idée de cautérisation, de soigner par le feu, en tout cas. Donc, mais c'était un acte violent, mais qui était aussi un acte salvateur, en tout cas. Mais ça c'est, je rebondis juste. Pardon. Parce que non, mais justement, je trouve ça particulièrement juste l'idée, l'ambivalence que je soulevais au départ. Là, dans le monologue, elle est voilà. Alors, je sais pas comment vous écrivez, qui écrit et quelle est la part de ressenti, comment vous le transposez dans un personnage. Mais il y a souvent cette idée de réparer tout en détruisant. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce paradoxe qui est extrêmement présent et qui donne une lecture pas facile parfois parce que justement c'est pas manichéen quoi. Mais il y a quand même voilà.
voilà, la pyromanie, c'est quand même voilà, détruire des terres sur des hectares comme ça, qui sont quelque chose d'absolument atroce sur un territoire. Et en même temps, il y a cette volonté de défier justement cette destruction qui est dans l'altérité, quoi, enfin, qui est justement subie, quoi. Donc à la fois le subir et le faire subir. J'aimerais bien juste qu'on parle un tout petit peu de ces voix off qui sont archi présentes surtout au film court. Ils sont presque tous articulés autour d'un monologue, Bébé colère aussi, qui est justement toute la colère que ça renferme, qui est tout le temps dite sur un ton très... Évidemment que ça ne va pas redoubler de la colère dans le ton, ce serait absurde, mais qui a une façon de le faire jouer aussi d'une manière très enfantine, très innocente. Donc il y a ce contraste qui est vraiment presque le leitmotiv de vos films, de le contraste entre l'innocence et même de kitscherie, de très très pop, très, très sucré, et quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement dur, et même dans le propos. Donc peut-être comment tout ça s'articule même jusqu'à votre dernier film Bah, je pense que ça s'est fait assez naturellement. Ouais. En fait, on a toujours eu, en tout cas, l'envie a été attirée malgré nous par l'idée de faire des films à l'intérieur du chaos du monde, mais en étant nous-mêmes à l'intérieur et pas de sortir pour l'analyser. Donc, en fait, il y a toujours eu un truc où en fait, on est aussi perdu. Oui, version romantique, c'est-à-dire. Ouais, mais non, mais que même nous, on n'a pas vraiment, en tout cas, les solutions et tout. Mais en tout cas, de parler d'un état et en tout cas de qu'est-ce que les traumas engendrent dans les corps. Et comment en fait ça peut du coup créer des situations extrêmes, mais en fait qu'est-ce qui est extrême aussi, parce que en fait ce qui était intéressant avec ce film là, et en fait quand il y a des images d'archives à un moment à la télé et tout, c'est de quoi on parle quand on parle d'incendie, et qu'est-ce qu'on pleure quand les choses sont brûlées. Et en fait ce qui était assez aussi qu'on ressent dans les images d'archives et tout, c'est que c'est souvent en tout cas les maisons, les habitations qui sont brûlées, qui sont en plus parfois construites dans des endroits pas où il n'y a pas vraiment les permis, en fait, qui sont complètement illégales. Et en même temps, on ne pleure jamais la nature, la forêt qui est en train de brûler. En fait, c'est presque ce qui est en train de pleurer quand on parle d'incendie, c'est souvent les habitations. Et qu'il y avait en fait un peu cette idée-là, en tout cas pour le personnage, qui était presque un truc de... Moi, je défends la terre, et un truc qui était resté... Parce que la Corse a été connue très longtemps comme une terre qui était assez protégée, ou en tout cas de l'industrialisation, voilà, tout ce genre de maisons et tout, et qui arrive maintenant de plus en plus. Et donc il y avait un peu cette idée, en tout cas pour le personnage, de comment je défends ça, et du coup de comment en fait je suis devenu presque extrême, mais en fait alors que pour elle ça l'est pas, quoi. Il y a vraiment ce truc là, mais sans juger. Je pense que c'est toujours aussi ça qu'on essaye de faire, c'est de pas juger les personnages même s'ils sont extrêmes, et de plutôt parler du climat qui engendre ça. Et je pense que ça rejoint un peu, ce genre de film rejoint La fille qui explose, qui était le dernier film qu'on a fait. Ouais, bien sûr. Voilà, Il y a vraiment des grandes similitudes, en tout cas dans la voix, dans le c'est propos. ça. Et La fille qui explose, qui venait vraiment, voilà, du coup là, c'était après le Covid, et après c'était vraiment un film qui s'est post-produit pendant le génocide à Gaza. Il y avait vraiment l'idée aussi de, en fait, toutes ces images traumatiques que moi, pour le coup, j'avais jamais vu autant d'images comme ça sur les réseaux sociaux, et de qu'est-ce qu'en fait ces images, qu'est-ce qu'elles font à nos corps, et comment on les ingurgite, et comment on peut devenir complètement fou en voyant ça. Et du coup là c'était la question de, ça parle vraiment d'une fille qui explose tous les jours, mais comme un corps qui s'est reconstitué, et donc c'est en 3D, donc il y a vraiment une distance qui est créée, parce que je pense qu'aussi c'est ça que la 3D nous permet, c'est en fait de parler de sujets beaucoup plus durs politiquement, mais en même temps fait dans le réel, ça serait presque trop violent, ça serait presque trop collé. Et du coup je pense que la 3D nous permet de mettre une distance, et du coup de dire des choses plus précises, mais tout en les rendant regardables, parce que sinon c'est trop. Et du coup je pense que c'est un peu avec ça qu'on aime bien, en tout cas, travailler. Et là c'était vraiment la question, en tout cas, de ce personnage qui explose tous les jours, et qui s'est mis à exploser juste parce qu'elle regarde le monde, et qu'elle sait plus comment faire. Il y avait vraiment un truc hyper viscéral de ça, et de ce corps, et après de chercher à tricoter autour de chercher qu'est-ce que cette explosion veut dire, en fait. Du coup c'est presque une auto-analyse à chaque fois de comment je fais pour vivre dans un monde comme ça aujourd'hui, et pas exploser tous les jours. Donc en fait c'est plus tourner à l'inverse, de dire c'est pas normal de pas être comme ça aujourd'hui, c'est plus pourquoi il n'y a pas plus de gens qui sont comme ça, et en fait, et sans dire c'est ça qu'il faut faire. C'est pas un truc d'encourager et tout, mais c'est plus d'essayer de penser ça, en tout cas. Donc en fait je pense que c'est des formes qui sont aussi beaucoup plus
enfin, qui viennent d'un truc ou en tout cas vraiment du montage, donc qui ont pas forcément, qui sont écrites, mais qui après se réécrivent vachement aussi au montage. Et du coup, il y a un peu ce truc où c'est des films où il y a beaucoup plus de citations à l'intérieur. Il y a vraiment un truc où en fait, vu que c'est nous qui montons, on a aussi cette chance de pouvoir prendre plus de temps au montage et du coup en fait des fois laisser les projets de côté et revenir après et du coup de aussi travailler avec le monde en fait, tel qu'on le ressent et on a moins cette pression qui est dans les longs métrages où en gros le long métrage est quand même un truc où tu as un scénario qui est enfin c'est plus dur de faire une forme libre dans le long métrage parce que tu as aussi beaucoup plus extrêmement libre. Oui, de contraintes aussi en fait, t'as beaucoup narratives. De contraintes, t'es aussi beaucoup plus accompagné et t'as voilà, des subventions, enfin, t'as beaucoup plus de comptes à rendre, on va dire, que là, c'est des films autoproduits. Donc en fait, il y a un peu un truc où c'est plus direct, je dirais. Et je pense que c'est ça aussi qu'on aime bien faire, c'est que c'est aussi des films qui pour le coup, sont beaucoup plus montrés dans le champ de l'art contemporain, ce qui n'était pas notre cas avant, parce que nous, on vient vraiment dans ce qu'on disait dans le cinéma. Enfin, on a fait des études de cinéma, on a un parcours assez traditionnel dans le cinéma, mais très vite, nos films ont été accueillis, je dirais, dans des espaces d'art contemporain parce qu'ils avaient peut-être, je sais pas pourquoi, mais enfin, en tout cas, nous on était contents. Mais peut-être parce qu'ils ont une forme qui est assez inédite. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y avait aussi l'idée des jeux vidéo et des images qui étaient beaucoup plus traitées, en tout cas dans voilà, l'art contemporain a toujours été beaucoup plus précis dans les images contemporaines. J'allais parler de, je sais pas si vous avez connu Anne Lee, le personnage d'Anne Lee qu'a créé Pierre Huyghe, qui me fait beaucoup penser en fait à votre travail justement sur les personnages qui ont une existence propres comme ça, qui ont été créés de toutes pièces, enfin achetés même, voilà, une licence, et puis après qui vit une vie indépendante. Ouais, donc, si, on l'avait vu, moi je l'avais vu au Palais de Tokyo, mais il y a quelques... Je l'avais pas vu quand j'étais hyper jeune et tout, mais après c'était un truc qui m'avait vraiment marqué. Ouais, mais c'était aussi parce que je pense que c'était aussi l'idée du ready-made de l'avatar, et en fait nous on aime bien aussi travailler avec des formes où, entre guillemets, le bébé colère ou la fille qui explose, c'est des avatars qu'on achète sur des marketplaces. En fait, c'est pas des avatars qui sont créés, donc c'est toujours un peu quand même la même idée de parler du monde avec les images qu'ils nous offrent, et du coup de les triturer, de les monter, parce que carrément le corps de la fille qui explose, c'est vraiment un corps qui est composé de plusieurs avatars. Donc en fait, on a pris plusieurs personnages qu'on a tissés entre eux. Frankenstein, quoi. Ouais, il y avait un peu ce truc-là, en tout cas du collage, et aussi de jouer avec ce que le monde nous offre et d'essayer de le titiller pour le faire bouger. Enfin voilà, en tout cas, il y a un peu ce truc en tout cas, on aime bien être à l'aise avec cette idée du montage et de parler des choses qui sont là, quoi. C'est aussi des personnages en 3D, et c'est un peu ces personnages toon qui en fait permettent, je pense, aussi d'accueillir le spectateur. En tout cas, leur donne vraiment une place. Et je pense que c'est en ça que voilà, les films, en tout cas la parole arrive à résonner, c'est qu'il y a un peu cette idée aussi du tableau blanc. En fait, quand on prend Bébé Colère, c'est vraiment... voilà, le personnage, ce que je disais tout à l'heure, le bébé Pixar basique, et en fait, ce qui permet une adhésion aussi du spectateur, et que du coup, moi, j'ai l'impression que c'est des films qui permettent aux gens de rentrer dedans, en tout cas, qui les laissent un peu libres à l'intérieur, qu'ils le prennent ou qu'ils le prennent pas après. Mais en tout cas, et même dans les voix, c'est comme il y a l'idée de la voix off, etc., c'est presque plus un chant ou un manifeste qu'un dialogue quotidien. En fait, il y a l'idée vraiment d'aller à l'essentiel. Donc, je trouve qu'il y a vraiment l'idée du chant, en fait, dans tous ces personnages-là. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais d'un côté un peu naïf aussi, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'entre-deux. En tout cas, il n'y a pas de moins. On est toujours dans quelque chose d'assez grandiloquent dans les paroles et de très direct. Donc, ce qui fait après une forme parfois un peu naïve aussi, je pense. Ouais. Ouais, bah c'est un petit peu tout ce que j'essayais de démontrer avec vous. En tout cas, je suis désolé, on va devoir terminer la conversation. Peut-être juste pour terminer, soit je passe le micro et on fait peut-être si quelqu'un veut réagir est-ce qu'il y a des questions, tout simplement? Non? Sinon, on pourrait juste, pour terminer, passer un tout petit extrait teaser de Best Secret Place, peut-être, pour juste terminer, clore, avant d'aller boire un coup. Et on peut rediscuter là-bas. Hein. Voilà. Des questions pas au micro aussi. Juste pour introduire le film, Best Secret Place, c'est un film qu'on a réalisé il y a 3 ans, bientôt, en printemps.
et qui a été tournée dans les locaux de la prochaine Fondation Cartier quand elle était encore en travaux de plus ou moins démolition. Et du coup, on a décidé d'écrire l'histoire d'un lieu qui serait une secret place de jeux vidéo. Donc en fait, ces espèces d'endroits un peu d'entre-deux qui ne sont pas forcément officiels, qui sont des jeux... oui, La backroom des jeux Ouais, vidéo. Ouais, ouais, c'est voilà. des zones cachées dans les jeux. Il y a toute une mythologie autour de ça à chaque fois, entre Easter egg et espaces cachés qu'on trouve dans les communautés internet, forums et tout. Ouais, et donc l'idée, c'était que tous les soirs, des gens du monde, mais pas que, aussi des gens en 3D, se retrouvent dans ce lieu. Ils ne savent pas pourquoi, et tous les soirs, ça se répète. Et en fait, on comprend que chacun... il y a une faille, voilà, qui est différente pour chaque, mais en tout cas, voilà, il y a cette faille, et du coup, voilà, ils essayent de rebâtir, mais plus que le bâtiment, de redonner un sens, enfin, de rebâtir leur existence. Je ne sais pas si ça va être On assez... va se quitter sur cet extrait. Ouais, j'espère parce que c'est assez sombre, le film, ça se passe que la nuit, donc... Ooh.